Ma femme a dit, je ne serai plus jamais intime avec toi. Alors j'ai décidé que je ne l'aiderai plus, et maintenant, c'est elle qui me supplie. Salut Reddit, ça fait longtemps que je lis sans rien poster, c'est la première fois que j'écris ici. J'utilise un compte temporaire parce que cette histoire est assez personnelle, et je ne veux pas qu'elle soit reliée à mon compte principal. Cela s'est passé au cours de l'année écoulée, et honnêtement, je suis encore en train de tout digérer. Je vois souvent des publications ici sur des hommes qui se font exploiter par leurs femmes ou leurs copines, et beaucoup d'entre vous doivent penser, comment peut-on être aussi aveugle aux signaux d'alerte? Eh bien, je suis ici pour vous expliquer exactement comment cela se passe, parce que je l'ai vécu. Ça va être long, mais croyez-moi, ça vaut la peine d'être lu jusqu'au bout. Quelques éléments de contexte. J'ai 34 ans, je travaille comme directeur régional des ventes pour une entreprise de fabrication, je gagne environ 135 000 $ par an. Je ne suis pas riche, mais à l'aise. J'ai toujours été du genre responsable, à économiser, à payer les factures à temps, à planifier l'avenir. Peut-être un peu ennuyeux, mais je pensais que c'était ce que les femmes recherchaient chez un mari. Mon ex-femme, Jessica, a 29 ans, et quand je l'ai rencontrée il y a 6 ans, elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une start-up bien-être qui a fait faillite en moins d'1 an. Avec le recul, ça aurait dû être le premier signal d'alarme. Mais elle était magnifique, blonde, mince, le genre de fille façon mannequin Instagram, toujours impeccable, clairement hors de ma portée, ou du moins c'est ce que je pensais. Bref, j'ai besoin de raconter cette histoire, parce que ce qui m'est arrivé pourrait arriver à n'importe quel homme qui croit avoir trouvé la bonne. Spoiler, parfois, celle qu'on croit être la bonne est en réalité celle qui va tenter de ruiner votre vie. Voici comment tout s'est déroulé. Quand j'ai rencontré Jessica à un barbecue chez un ami en 2018, je n'arrivais pas à croire qu'elle s'intéressait à un type comme moi. Elle était du genre à poster des selfies à la salle de sport et à recevoir des centaines de likes, toujours parfaitement habillée, manucure faite, le package complet. Moi, je suis juste un gars normal qui porte des pantalons chinos pour aller bosser et dont l'idée d'aventure, c'est d'essayer un nouveau restaurant. Nos premiers rendez-vous auraient dû me mettre la puce à l'oreille, mais je ne pensais pas avec la bonne tête. Elle oubliait toujours son sac à main ou avait une excuse pour ne pas pouvoir payer. Je me souviens d'un dîner dans un resto italien où elle a commandé les raviolis au homard à 32 $, une entrée à 14, un dessert à 12, et 2 verres du vin rouge le plus cher à 16 $ chacun, alors que moi j'ai pris un plat de pâtes basique. L'addition s'est élevée à 127 $, et là, elle s'est tout à coup souvenue qu'elle avait laissé son portefeuille dans un autre sac. Quand on allait dans de beaux endroits, elle commandait les plats les plus chers sans même regarder les prix, puis elle prenait des photos de tout pour Instagram. Sa voiture était une vieille Honda complètement déglinguée, toujours en panne, problème de transmission, de frein, climatisation hors service. D'une certaine manière, je suis devenu son mécanicien personnel et son conseiller financier, payant des réparations qui coûtaient plus cher que la voiture elle-même. Mais elle était tellement gentille à ce sujet, toujours désolée, promettant de me rembourser, parlant de combien c'était dur d'être une femme indépendante qui essaie de réussir seule. Elle me donnait l'impression que j'étais un gentleman en prenant tout en charge. On a emménagé ensemble après 8 mois. C'est là que Jessica a décidé qu'elle devait se concentrer sur la construction de sa marque personnelle, et elle a quitté son emploi. Elle allait devenir influenceuse, gagner des millions grâce aux partenariats sur les réseaux sociaux. Peu importe qu'elle n'ait que 1500 abonnés et que la plupart de ses publications récoltaient une trentaine de likes. Je me suis dit que c'était juste une phase, les jeunes font ce genre de choses, non? Essayer de percer sur les réseaux avant de se lancer dans une vraie carrière. J'ai soutenu son rêve, parce que c'est ce que font les bons petits amis. J'ai pris en charge le loyer, les courses, les factures, tout, pendant qu'elle passait ses journées à prendre en photo son petit déjeuner et à écrire des légendes sur le fait de vivre de manière authentique. Le truc d'influenceuse n'a évidemment jamais décollé. Après 1 an, Jessica avait peut-être gagné 200 abonnés et 0 contrat de partenariat. J'ai doucement suggéré qu'elle pourrait envisager de prendre un petit boulot en attendant de développer sa marque. David, tu ne comprends pas combien de travail ça demande, m'a-t-elle répondu en scrollant TikTok sur le canapé. Construire une présence en ligne authentique, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire pendant ton temps libre. Il faut que je m'y consacre pleinement, sinon ça ne marchera pas. Alors j'ai continué à soutenir son engagement, pendant qu'elle publiait chaque jour des mises à jour sur ses smoothies du matin et ses routines de yoga. Les factures continuaient à arriver, et je continuais à les payer, parce que je l'aimais et que je croyais en nous. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. J'ai fait ma demande avec une bague à 8 000 $ que j'avais mis des mois à économiser. Jessica a immédiatement posté à ce sujet,
me qualifiant de fiancé incroyable qui réalise tous ses rêves. Le mariage a coûté 35 000 $, entièrement puisé dans mes économies et un prêt. Je suis encore en train de rembourser après la lune de miel. Je pensais que Jessica commencerait à envisager de retourner sur le marché du travail. Nous étions mariés, en train de construire une vie ensemble, et mon salaire était sérieusement étiré pour subvenir aux besoins de nous deux. Mais Jessica avait d'autres idées. Je ne peux pas simplement abandonner tout ce que j'ai construit, disait-elle en parlant de son compte Instagram avec 2100 abonnés. Je suis si proche de percer, ce genre de choses prend du temps et de l'argent, beaucoup de mon argent. C'était il y a 4 ans. Jessica n'a jamais percé en tant qu'influenceuse, mais elle n'est jamais non plus retournée travailler. À la place, elle s'est trouvée de nouveaux rêves à poursuivre. D'abord, c'était lancer une boutique en ligne qui n'a jamais vu le jour. Ensuite, devenir professeur de yoga, elle a suivi 2 cours. Puis, se lancer dans l'immobilier, elle n'a même jamais passé l'examen pour obtenir la licence. Chaque nouveau rêve exigeait des investissements, des formations à suivre, du matériel à acheter, des sites web à créer. La phase professeur de yoga m'a coûté 2800 $ pour une formation qu'elle n'a jamais terminée. L'immobilier nécessitait 450 $ pour des cours de préparation à la licence, qu'elle n'a jamais terminée. La boutique en ligne demandait 1200 $ d'inventaire, qui est encore stocké dans notre chambre d'amis. Et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours moi qui finançais ces projets, alors que Jessica contribuait exactement 0 $ à notre foyer. J'ai commencé à tenir un tableau Excel de nos dépenses, juste pour comprendre où partait tout mon argent. Nos dépenses mensuelles tournaient autour de 7500 $, et je couvrais chaque centime. L'hypothèque, 2100 $. 2 mensualités de voiture, 850. Facture d'électricité, d'eau et autres, 380. Courses alimentaires, 600. Son abonnement à la salle de sport, 89. Sa facture de téléphone, 120. Assurance, 340. Et ses habitudes de consommation, qui représentaient entre 8 cents et 1200 $ par mois en plus. Jessica dépensait 400 $ chez Target en bougies parfumées et coussins décoratifs dont on n'avait pas besoin, puis se plaignait qu'on n'avait jamais d'argent pour partir en vacances. Mais le plus dingue, c'est qu'elle agissait comme si elle me rendait service en étant mariée avec moi, comme si je devais être reconnaissant qu'une femme aussi belle ait choisi de s'installer avec un gars ennuyeux comme moi. Et honnêtement, c'est ce que j'ai ressenti pendant longtemps. Puis arriva la nuit qui changea tout. C'était un mercredi du mois de mars, vers 19 h. Nous étions assis à la table de la cuisine, mangeant des plats thaïlandais à emporter que j'avais achetés et payés en rentrant du travail, lorsque Jessica posa ses baguettes, me regarda droit dans les yeux, et dit quelque chose qui m'a frappé comme un camion. David, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je ne pense pas vouloir être intime avec toi à l'avenir. J'ai failli m'étouffer avec mon pad thaï. Quoi? De quoi tu parles? Elle avait ce ton calme, presque récité, comme si elle avait répété cette conversation. Je ne ressens plus ça, ce n'est rien de personnel, je suis juste fatigué de tout ça, le stress du travail, le stress de la vie, tout. J'ai besoin d'espace. Le stress du travail? Cette femme n'avait pas travaillé depuis 4 ans. Mais j'ai essayé de rester calme et de comprendre ce qui se passait vraiment. Jess, c'est assez brutal comme décision, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Elle a croisé les bras et pris ce regard qu'elle avait toujours quand elle me trouvait pénible. David, je t'ai déjà dit que ce n'était pas à cause de toi, j'ai changé en tant que personne, et je pense que tu dois respecter ça. Respecter ça? Je bosse 50 heures par semaine pour payer son train de vie, et elle veut que je respecte sa décision de me couper de toute intimité? L'audace était incroyable. Mais je ne voulais pas déclencher une dispute. D'accord, mais tu ne penses pas que c'est quelque chose qu'on devrait affronter ensemble? Peut-être qu'on pourrait voir un thérapeute ou partir en voyage, se reconnecter en tant que couple. Elle a secoué la tête comme si je proposais quelque chose de ridicule. David, ce n'est pas quelque chose qu'un voyage va régler, je ne veux vraiment plus de ça, et tu dois l'accepter. Accepter ça? On est mariés, ce n'est pas une simple relation de passage où tu peux décider d'arrêter d'un coup d'être intime parce que tu n'en as plus envie. Mais la façon dont elle parlait, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance, m'a fait comprendre que quelque chose clochait gravement. J'ai essayé une dernière fois. Jessica, s'il te plaît, aide-moi à comprendre ce qui se passe. On est censé être partenaires, si quelque chose te dérange ou si tu as besoin de quelque chose de moi, dis-le-moi. Je veux arranger les choses.
Elle a poussé un long soupir, comme si j'étais la personne la plus agaçante du monde. Tu ne peux pas tout réparer, David. Parfois, les gens changent, je ne vois pas pourquoi ça doit être un si gros problème. Pas un gros problème? Ma femme vient de me dire qu'elle me coupe de toute intimité pour une durée indéterminée, et je suis censé faire comme si de rien n'était. Mais je voyais bien qu'elle commençait à s'irriter, alors j'ai laissé tomber pour la soirée. Je suis allé me coucher cette nuit-là en fixant le plafond, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. En 4 ans de mariage, nous n'avions jamais eu de problème dans ce domaine. Bien sûr, peut-être qu'on était tombé dans une routine, mais c'est normal pour un couple marié, non? Quelque chose n'allait clairement pas, mais je n'avais aucune idée à quel point c'était grave, jusqu'à ce que je commence à prêter davantage attention au comportement de Jessica au fil des semaines suivantes. Les semaines qui ont suivi cette conversation ont été absolument misérables. Jessica agissait comme si elle venait de faire une déclaration profonde et s'attendait à ce que je l'accepte sans broncher. Elle passait ses journées à suivre des cours de yoga que je finançais, à faire du shopping avec ses copines en utilisant mes cartes de crédit, et à publier des stories Instagram sur la découverte de soi et l'épanouissement personnel. Pendant ce temps, je me levais chaque jour à 6 heures du matin, je gérais des clients difficiles et des délais impossibles, puis je rentrais chez moi auprès d'une femme qui me traitait comme un colocataire agaçant dont elle ne pouvait pas se débarrasser. J'ai essayé de lui reparler de tout ça le samedi suivant. Nous étions assis sur le canapé, elle faisait défiler son téléphone, et moi j'essayais de regarder un film. Jess, j'ai repensé à notre conversation de la semaine dernière, j'essaie toujours de comprendre ce qui se passe entre nous. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. David, je t'ai déjà expliqué, j'ai évolué en tant que personne, parfois les gens grandissent dans des directions différentes. Évoluer? Cette femme qui croit que les huiles essentielles guérissent le cancer et refuse de manger du gluten parce qu'elle a lu un article sur Facebook a évolué? Mais j'ai continué d'essayer de rester raisonnable. Je comprends que les gens changent, mais tu ne penses pas qu'on devrait essayer de grandir ensemble? Peut-être qu'on pourrait tenter une thérapie ou... Je n'ai pas besoin de thérapie, David, je sais exactement ce que je veux, peut-être que toi tu devrais apprendre à accepter mes limites au lieu d'être aussi dépendant. Dépendant? Pour vouloir un minimum d'intimité avec ma propre femme? Mais chaque fois que j'abordais le sujet, elle retournait la situation contre moi, me faisant passer pour une sorte de prédateur simplement parce que je souhaitais qu'on vive des choses normales de couple marié. Le pire, c'était de la voir avec son téléphone. Elle passait son temps à envoyer des messages et à rire de je ne sais quoi, elle penchait toujours l'écran pour que je ne voie pas ce qui la faisait rire. Quand je lui demandais à qui elle parlait, elle devenait sur la défensive et répondait, juste des amis ou ça ne te regarde pas. Elle a aussi commencé à sortir davantage. Du jour au lendemain, elle avait toutes ses soirées entre filles qui duraient jusqu'à 2 heures du matin, des week-ends chez sa sœur qui habite à 30 minutes, mais apparemment nécessitaient des nuitées, toujours une excuse pour être partout sauf à la maison avec moi. Quand elle était là, elle agissait comme si j'étais invisible. Elle s'asseyait à l'autre bout du canapé, toujours rivée à son téléphone, riant de textos, prenant des photos. Si je tentais de lancer une conversation, elle me répondait par un mot, puis retournait à son écran. J'ai commencé à avoir l'impression de devenir fou. Moi, je me tue au travail pour subvenir à nos besoins, et elle me fait passer pour le problème simplement parce que je cherche à me sentir connecté à ma propre femme. Un soir, j'ai essayé d'en reparler. Jessica, je sais que tu m'as dit que ce n'était pas à cause de moi, mais quelque chose a clairement changé entre nous, j'ai l'impression qu'on est 2 étrangers qui vivent sous le même toit. Elle a levé les yeux au ciel sans quitter son téléphone. David, s'il te plaît, on a déjà parlé de ça, j'ai juste besoin d'espace pour me retrouver. De l'espace par rapport à moi? Ce n'est pas comme ça, dit-elle, mais son ton indiquait exactement le contraire. Je veux juste que les choses soient plus légères, pourquoi faut-il toujours que tu rendes tout si lourd? Parce que je tiens à notre mariage, parce que je veux qu'on soit heureux ensemble. Mais je ne pouvais pas dire ça sans passer à nouveau pour quelqu'un de trop collant. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de quelqu'un qui me semblait désormais être une parfaite étrangère, j'ai compris que quelque chose devait changer. Je ne savais juste pas encore quoi. Après environ 1 mois de ce traitement glacial, j'ai commencé à me dire que peut-être Jessica avait raison à propos de notre routine. Peut-être que je m'étais trop reposé sur mes acquis, que j'étais devenu trop prévisible. Peut-être que je devais me ressaisir et lui rappeler pourquoi elle était tombée amoureuse de moi au départ. J'ai décidé d'organiser une grande soirée romantique. J'ai passé tout mon samedi à faire les courses pour préparer son plat préféré, entièrement maison. J'ai acheté des bougies de luxe,
sélectionné une playlist de chansons de l'époque où l'on sortait ensemble. J'ai même fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, je suis allé dans une de ces boutiques pour adultes, pour acheter des choses qui pourraient raviver un peu notre intimité. Laisse-moi te dire que pour un gars qui vend du matériel industriel, entrer dans un sex shop, c'était aussi confortable que de faire une présentation à poil. Mais j'étais prêt à tout pour sauver mon mariage. La vendeuse a été vraiment discrète et de bons conseils, elle m'a aidé à choisir des huiles de massage, quelques jouets, et un jeu de couple censé améliorer la communication et l'intimité. J'ai passé tout l'après-midi à tout mettre en place. J'ai nettoyé la maison de fond en comble, allumé des bougies dans toute la chambre, parsemé des pétales de rose sur le lit, ce qui me paraissait ridicule, mais elle adorait ce genre de truc romantique à la comédie romantique. J'ai mis la musique en fond, tout était prêt. Pour la première fois depuis des semaines, j'étais enthousiaste, car je croyais vraiment que ça pouvait être le déclic dont on avait besoin. Quand Jessica est rentrée de la salle de sport, maquillée comme pour un shooting photo, ce qui aurait dû m'alerter, elle a vu la table dressée et a levé un sourcil. Waouh David, qu'est-ce que c'est que tout ça? Une occasion spéciale? Il y avait dans sa voix une sorte de suspicion. Je voulais simplement qu'on passe une belle soirée tous les deux, on mérite bien un moment agréable ensemble. Le dîner a été terriblement gênant. Elle vérifiait son téléphone entre deux bouchées, riait à des messages et répondait, tandis que j'essayais de faire la conversation. Toutes les quelques minutes, elle gloussait à propos de quelque chose, et quand je demandais ce qui était drôle, elle répondait, « Oh rien, juste des mèmes où Sarah kiffait sa folle. » Quand j'ai proposé qu'on monte pour découvrir la surprise, elle m'a regardé comme si je lui avais proposé de braquer une banque. Une surprise David? Je t'ai dit que je n'étais pas d'humeur pour ce genre de choses. Ce n'est rien de spécial, ai-je dit en me sentant minable, peut-être qu'on pourrait juste parler, ou que je te fasse un massage. Pas de pression, juste nous deux, un moment ensemble. Elle a poussé un soupir, comme si je lui avais demandé de faire un don d'organes, mais elle a accepté de monter à l'étage. La chambre était magnifique, je dois dire. Des bougies partout, des pétales de rose, une musique douce en fond, toute une mise en scène romantique. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose dans son regard, comme si elle se souvenait de l'époque où on aimait réellement passer du temps ensemble. Mais puis elle a croisé les bras et dit, « C'est vraiment adorable David, mais je t'ai déjà dit ce que je pensais de tout ça. » Je sais, mais peut-être qu'on pourrait y aller doucement, qu'en dis-tu d'un massage? Juste pour t'aider à te détendre après ta longue journée. Elle a accepté, probablement juste pour s'en débarrasser. J'ai sorti l'huile de massage et commencé à lui masser les épaules, essayant de retrouver un lien avec la femme que j'avais épousée. Pendant environ 10 minutes, il a semblé que ça fonctionnait. Elle s'est un peu détendue, a posé son téléphone, elle a même fait un peu de conversation banale sur sa journée. Mais ensuite, elle a recommencé à regarder l'heure et à chercher son téléphone. Tout va bien? Oui, c'est juste que j'ai ce cours de yoga tôt demain matin, je devrais probablement dormir un peu. Encore une excuse. Il y en avait toujours une. Lever tôt, maux de tête, fatigue, un engagement soudain que je n'avais jamais entendu mentionner avant. Ce soir-là, elle s'est tournée de l'autre côté du lit et s'est endormie immédiatement, pendant que je restais allongé là, entouré de pétales de rose et de jouets encore emballés, à me sentir comme le pire des maris. Durant les semaines suivantes, j'ai essayé tout ce qui me passait par la tête. J'ai commencé à mieux m'habiller, à aller à la salle de sport plus régulièrement, à organiser des soirées en amoureux, à lui offrir des fleurs au hasard. Rien ne fonctionnait. Pire encore, elle semblait agacée par mes efforts. David, tu n'as pas besoin d'en faire autant, m'a-t-elle dit un jour alors que je lui ramenais son dessert préféré. Tu es très bien comme tu es. Mais si j'étais si bien, pourquoi me traitait-elle comme si j'étais contagieux? Après l'échec de ma soirée romantique, j'ai commencé à observer le comportement de Jessica avec un nouveau regard. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Cette femme était une manipulatrice hors pair, et j'avais été complètement aveugle. Elle n'était douce qu'au moment où elle avait besoin de quelque chose. Nouveau téléphone? Soudain, elle venait se blottir contre moi, m'appelait mon amour, me parlait de combien je travaillais dur et de la chance qu'elle avait de m'avoir. Un sac de luxe repéré en ligne. Il était temps de jouer à l'épouse attentionnée, de faire le dîner et de me demander comment s'était passée ma journée. Mais dès qu'elle obtenait ce qu'elle voulait, elle retournait immédiatement à son attitude de femme distante et agacée. J'ai commencé à compter mentalement, et le schéma était limpide. Les dépenses étaient totalement incontrôlées aussi. Je parle de $600 chez Sephora, 9 cents chez Nordstrom, 4 cents en vêtements de sport qu'elle portait une fois,
le tout sur des cartes de crédit que je réglais chaque mois, pendant qu'elle contribuait exactement $0 à notre foyer. Et le sentiment de supériorité, c'était irréel. Un jour, je suis rentré et je l'ai entendu se plaindre à une amie au téléphone de combien sa journée était stressante parce que son salon préféré n'avait plus de créneau pour le rendez-vous qu'elle voulait. Cette femme, qui n'avait pas travaillé depuis 4 ans, était stressée à cause de son planning de salon de beauté. Une autre fois, j'ai gentiment suggéré qu'elle pourrait envisager un travail à temps partiel, juste pour faire quelque chose de productif pendant la journée. Elle m'a regardé comme si je lui avais proposé de commettre un crime. David, je ne vais pas bosser dans une boutique à salaire minimum juste parce que tu te sens menacé par l'argent. Tu gagnes assez, et puis gérer notre foyer, c'est déjà un boulot à plein temps. Gérer notre foyer? Nous avons un service de ménage 2 fois par semaine que je paie, elle commande à emporter la plupart des soirs, que je paie aussi, et elle passe ses journées à la salle de sport ou au centre commercial. Qu'est-ce qu'elle gérait exactement? Mais le vrai choc est arrivé lorsque j'ai surpris une conversation téléphonique avec sa sœur. J'étais dans mon bureau à domicile, en train de travailler sur des rapports pour un client, et elle était dans le salon, apparemment persuadée que je ne pouvais pas l'entendre. Je sais, pas vrai? David est gentil et tout, mais il est juste tellement ennuyeux et collant. Il essaie de me convaincre d'aller en thérapie et de travailler sur notre relation, mais honnêtement, j'ai juste envie de faire mes trucs à moi pour l'instant. Le côté financier est bien, et j'adore la maison. Je ne suis pas assez stupide pour jeter tout ça pour des sentiments passagers. Des sentiments passagers. C'est ce qu'était notre mariage pour elle. Un arrangement pratique où elle obtenait tout ce qu'elle voulait, et moi, rien d'autre que des factures à payer et du mépris à encaisser. Cette conversation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ma femme ne m'aimait pas, elle aimait mon salaire. J'étais juste un ticket repas avec avantage. Mais ce qui m'a vraiment rendu malade, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Fais-moi confiance, j'ai tout prévu. David ne va nulle part, tant que je ne pousse pas trop loin. Et si quelque chose de mieux se présente, disons que je garde mes options ouvertes. Garder ces options ouvertes alors qu'elle est mariée avec moi, alors que je me tue à la tâche pour entretenir son style de vie? Ce soir-là, j'ai pris une décision. Si Jessica voulait jouer, alors moi aussi je pouvais jouer. Mais elle n'allait pas aimer les règles de mon jeu. Au lieu de confronter Jessica immédiatement à ce que je venais d'entendre, j'ai décidé de faire quelque chose de totalement inhabituel pour moi. De mon côté, j'ai commencé à être stratégique. Tu vois, mon métier dans la vente m'a beaucoup appris sur la manière de lire les gens et les situations. Tu apprends à repérer les signes, à collecter des informations avant de passer à l'action. J'ai passé les semaines suivantes à vraiment observer le comportement de Jessica, et ce que j'ai découvert était pire que tout ce que j'avais imaginé. D'abord, j'ai commencé à prêter attention à ses habitudes avec son téléphone. Elle envoyait constamment des messages à quelqu'un, tournant toujours l'écran dans un angle pour que je ne voie rien, gloussant à tout moment de la journée en lisant ses textos. Quand je lui demandais à qui elle parlait, elle donnait toujours une réponse vague, juste Sarah, les filles, personne d'important. Mais un matin, elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle était sous la douche. Je sais que ce n'était pas bien de regarder, mais mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose de vraiment louche. Ce que j'ai découvert a confirmé mes pires craintes. Il y avait des fiches de messages avec quelqu'un nommé Brad, des mois d'échanges flirteurs, de plans pour se voir, de discussions sur à quel point elle était malheureuse dans son mariage. Du genre bien classe, comme mon mari ne me comprend pas, je me sens piégé, ou encore tu me fais me souvenir de ce que ça fait d'être excité par quelqu'un. Brad était apparemment coach sportif dans une salle de sport de l'autre côté de la ville. D'après ses photos de profil, il était exactement ce à quoi on peut s'attendre, des muscles, des tatouages, le genre de type qui poste des photos torse nu accompagnées de citations de motivation. Il gobait entièrement l'histoire larmoyante de Jessica à propos de son mariage avec un mari ennuyeux, contrôlant, qui ne l'appréciait pas. Les messages remontaient à presque 6 mois. 6 mois pendant lesquels ma femme entretenait une relation émotionnelle avec un autre pendant que je faisais des heures supplémentaires pour financer son mode de vie. Mais le clou du spectacle, c'est qu'au cours d'une de leurs conversations, Jessica a carrément écrit « Ne t'inquiète pas pour David, il n'a aucune idée de ce qui se passe, il pense que je traverse juste une phase. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas trouvé une meilleure solution. Je ne suis pas assez idiote pour abandonner la sécurité financière pour quelqu'un qui n'a même pas les moyens de m'emmener dans un restaurant convenable. » Elle était littéralement en train de chercher mon remplaçant, tout en continuant à m'utiliser comme filet de sécurité. J'ai pris des captures d'écran de tout avant qu'elle ne sorte de la douche.
J'ai alors commencé à prêter encore plus attention à ses activités durant la journée. Ses cours de yoga? La moitié du temps, elle retrouvait Brad pour un café ou un déjeuner. Les soirées entre filles? Parfois, oui, mais d'autres fois, elle sortait avec lui. Les week-ends chez sa sœur? Un jour, j'ai appelé sa sœur pour demander comment allait Jessica, et sa sœur n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Ma femme me mentait depuis des mois, entretenant une liaison et préparant sa stratégie de départ, tout en étant entièrement à ma charge. Mais au lieu de la confronter tout de suite, j'ai décidé de la laisser continuer à creuser sa propre tombe. J'ai commencé à tout documenter, ses dépenses, ses mensonges, sa liaison, son absence totale de contribution à notre foyer. J'ai aussi pris contact avec un avocat spécialisé en divorce pour comprendre à quoi m'attendre si ça devait aller dans ce sens. L'avocat m'a ouvert les yeux. Étant donné que Jessica n'avait aucun revenu, qu'elle était totalement dépendante financièrement de moi, et que j'avais des preuves de son adultère, j'étais dans une bien meilleure position que ce que je croyais. Mais je n'étais pas encore prêt à abattre mes cartes. Je voulais voir jusqu'où Jessica était capable d'aller dans sa tromperie. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Environ 2 mois après le début de ma collecte d'informations, Jessica m'a offert l'opportunité parfaite. Elle m'a annoncé qu'elle voulait partir en week-end entre filles à Miami, qu'elle avait besoin de $1 800 pour sa part de l'hôtel, en plus d'argent de poche et de vêtements neufs pour le voyage. Évidemment, grâce au message que j'avais consulté, je savais qu'elle partait en réalité avec Brad. Elle planifiait ce voyage depuis des semaines, lui disant qu'elle était enfin prête à faire évoluer leur relation et qu'elle avait besoin de ce séjour pour réfléchir à ses prochaines étapes. Je lui ai donné l'argent avec le sourire. Amuse-toi bien chérie, tu le mérites. Elle m'a même pris dans ses bras en m'appelant le meilleur mari du monde, alors qu'elle prévoyait de me tromper avec mon propre argent. L'audace était stupéfiante. Pendant qu'elle était partie, j'ai utilisé mon temps à bon escient. J'ai rencontré mon avocat, préparé les papiers et fait quelques recherches sur Brad. Il s'avère que ce type n'était pas du tout ce que Jessica imaginait. Il vivait dans un studio, conduisait une voiture en leasing dont il accusait des retards de paiement, et selon ses réseaux sociaux, il dépensait la majorité de son argent en compléments alimentaires et en protéines en poudre. Jessica lui avait parlé de son style de vie, de la belle maison, des virées shopping, de sa vie confortable. Brad pensait probablement qu'il allait avoir une femme aisée, il n'avait aucune idée que Jessica était complètement fauchée et avait des habitudes de consommation exorbitantes. Jessica est revenue de Miami rayonnante et plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle m'a ramené un t-shirt en souvenir et n'arrêtait pas de parler à quel point ce voyage l'avait rafraîchi et combien de clarté elle avait retrouvé. Je savais exactement ce qui allait suivre. Et en effet, le jeudi soir suivant, elle m'a demandé si on pouvait parler. Elle avait cette expression faussement triste que j'avais appris à reconnaître comme son visage de manipulation. David, j'ai beaucoup réfléchi, et je pense qu'on devrait se séparer. J'ai hoché la tête comme si j'entendais cela pour la première fois. C'est plutôt soudain Jess, tu es sûr? Peut-être qu'on pourrait essayer une thérapie d'abord? Non, j'y ai vraiment bien réfléchi, je ne suis plus heureuse, et ce n'est juste pas juste de continuer à faire semblant. Je dois me retrouver et comprendre ce que je veux vraiment dans la vie. Je veux dire, ça me blesse, mais si c'est ce qu'il te faut. Tu pensais déménager quand? Elle avait l'air surprise que je ne me batte pas. Eh bien, je pensais peut-être ce week-end. J'ai trouvé un endroit où je peux rester temporairement. Ça marche. Et pour les finances et tout ça? C'est laquelle a révélé son vrai visage. Eh bien, j'espérais qu'on pourrait trouver un arrangement équitable. Je veux dire, j'aurais besoin d'un peu de soutien le temps de me remettre sur pied, et peut-être que je pourrais continuer à utiliser les cartes de crédit encore un peu, juste jusqu'à ce que je m'organise. Cette femme pensait vraiment pouvoir me quitter pour un autre homme, et que je continuerais à payer ses factures. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre. Me jeter pour un homme excitant tout en me gardant comme plan financier de secours. Bien sûr, j'ai répondu, faisons d'abord ton déménagement, et ensuite on réglera tous les détails. Elle m'a carrément serré dans ses bras en me disant que j'étais tellement mature dans cette situation. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le jour du déménagement est arrivé, et Jessica débordait d'excitation. Elle écrivait à Brad sans arrêt, faisait des plans pour leur nouvelle vie ensemble. Elle a emballé tous ses vêtements, ses chaussures, son maquillage, ses bijoux, bref tout ce qui lui appartenait. Je l'ai aidé à charger sa voiture, jouant parfaitement le rôle du futur ex-mari triste mais compréhensif. Je t'appelle dans quelques jours et on parlera de l'aspect financier, m'a-t-elle dit en me donnant un de ses câlins de pitié condescendant.
très bien, prends soin de toi Jess. J'ai attendu exactement 48 heures après son départ, puis j'ai annulé toutes les cartes de crédit auxquelles elle avait accès, je les retirées de notre compte commun, j'ai changé tous les mots de passe, Netflix, Amazon Prime, Spotify, l'abonnement à la salle de sport qu'elle n'utilisait de toute façon jamais. Mon avocat lui a fait livrer les papiers du divorce le jour même. Mais la vraie justice est venue naturellement, sans que j'aie à faire quoi que ce soit de cruel ou de mesquin. Souviens-toi, Jessica pensait être maligne en me quittant pour un gars musclé et supposément plein aux as. Eh bien, il s'est avéré que Brad était exactement aussi fauché que je le pensais. Quand il a compris que Jessica n'avait en réalité pas un sou à elle, et qu'elle venait avec des habitudes de dépenses très coûteuses, il a commencé à reculer rapidement. Jessica lui avait décrit un style de vie confortable, sans jamais mentionner que tout cela était financé par son mari. Brad pensait qu'il allait se retrouver avec une femme fortunée qui allait rehausser sa vie, à la place il a eu une femme qui s'attendait à ce qu'il paie les dîners chers, les vêtements de marque et les expériences luxueuses avec un salaire de coach sportif. Moins de 2 semaines après que Jessica a emménagé chez lui, la réalité s'est imposée. Brad n'avait pas les moyens de maintenir le style de vie auquel Jessica était habituée, et Jessica ne savait absolument pas comment vivre selon des moyens normaux. Elle n'avait jamais appris à faire un budget, à faire des sacrifices, ou à se contenter de moins. Les disputes ont commencé presque immédiatement. Jessica voulait sortir dîner dans de bons restaurants, et Brad proposait de cuisiner à la maison. Elle voulait faire du shopping, et il lui rappelait qu'il avait des factures à payer. Elle se plaignait de son petit appartement, et lui faisait remarquer que c'était ce qu'il pouvait se permettre. 3 semaines après m'avoir quitté, Jessica appelait mon téléphone en pleurs. « David, j'ai fait une énorme erreur, je ne sais pas ce que je pensais, est-ce qu'on peut parler s'il te plaît ?» Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire Jessica. J'étais perdu, je faisais une sorte de crise ou quelque chose comme ça, mais maintenant j'ai compris que ce qu'on avait été spécial. S'il te plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas réessayer? Je suis désolé, mais j'ai déjà déposé les papiers du divorce. Je pense que c'est mieux pour nous deux d'aller de l'avant. C'est là que la vraie supplique a commencé. Elle s'est pointée à mon bureau en faisant une scène dans le hall d'entrée, elle m'envoyait des textos sans arrêt pour dire à quel point elle était désolée et qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Ses amis et sa famille m'ont appelé pour me dire qu'elle avait compris la leçon et méritait une seconde chance. Cette détresse était pathétique, mais aussi satisfaisante d'une certaine manière. Cette femme qui m'avait traité comme un moins que rien pendant des mois, qui avait prévu de m'abandonner du jour au lendemain, paniquait désormais parce que son plan parfait venait d'exploser en plein vol. Jessica n'avait jamais appris à se débrouiller seule. Elle est passée du soutien de ses parents à celui de moi. Elle n'a jamais eu à développer de vraies compétences professionnelles ni appris à gérer de l'argent. Maintenant, elle faisait face à la réalité de devoir réellement travailler pour vivre pour la première fois de sa vie d'adulte. Le coup de grâce est venu pendant la procédure de divorce. Mon avocat a présenté toutes les preuves de son adultère, ses habitudes de dépenses, son absence totale de contribution à notre mariage, et ses tentatives de m'escroquer. Le juge n'a pas été impressionné par les arguments de son avocat à propos d'une pension alimentaire ou d'un soutien temporaire. Elle n'a rien obtenu, aucune pension, aucun droit sur mes comptes de retraite, aucun soutien. Juste les dettes de carte de crédit qu'elle avait accumulées à son nom, qui sont devenues sa seule responsabilité. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, Jessica travaillait dans un grand magasin pour 13 $ de l'heure, et partageait un appartement 2 pièces avec une colocataire. Fini les sacs de luxe, fini les journées spa, fini de vivre sur le dos du travail des autres. Brad l'a quittée en réalisant qu'elle s'attendait à ce qu'il finance le style de vie que j'avais maintenu. Pendant ce temps, moi je vais très bien. J'ai eu une promotion, acheté un nouveau pick-up, recommencé à sortir avec des femmes. Il s'avère que lorsqu'on ne porte pas une épouse parasite qui vous traite comme de la saleté, la vie devient beaucoup plus agréable. Jessica m'envoie encore parfois des messages, généralement quand elle a des problèmes d'argent ou qu'elle a besoin d'aide. Le sentiment de supériorité ne disparaît jamais vraiment, j'imagine qu'elle pense encore que je lui dois quelque chose après tout ce qu'elle m'a fait subir. Mais j'ai retenu la leçon à propos des signaux d'alerte et des femmes intéressées. Plus jamais je ne me laisserai utiliser de la sorte. Avec du recul, les signes étaient là depuis le début, j'ai simplement choisi de les ignorer parce qu'elle était belle. Et j'étais flatté par son attention. À tous les hommes qui lisent ceci et qui pourraient se retrouver dans une situation similaire, n'ignorez pas les signes. Si votre partenaire ne travaille pas, ne contribue en rien, vous traite comme un distributeur automatique et agit comme si elle vous faisait une faveur en étant avec vous, fuyez. Cela ne s'améliore pas, cela ne fait qu'empirer.
Jessica pensait jouer aux échecs pendant que je jouais aux dames. Elle croyait pouvoir passer d'un homme à un autre plus avantageux tout en me gardant comme plan de secours. Mais elle a oublié que les actes ont des conséquences, et que parfois, la meilleure revanche, c'est simplement de laisser quelqu'un faire face aux résultats naturels de ses propres choix. Parfois, le karma n'a besoin d'aucun coup de pouce. Mais quand il en a besoin, un bon avocat et une documentation solide ne font jamais de mal. Apprenez de mes erreurs, les gars, protégez-vous là dehors, et ne laissez jamais personne vous convaincre que vous devriez être reconnaissant d'être utilisé.